Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé des écrans au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. Et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, on va parler de l'interdiction de X au Brésil et des raisons pour lesquelles on en est arrivé à cette situation. On en parle dans un instant avec vous Lisa. Et puis c'est notre grande question du jour. On plonge aujourd'hui au cœur de l'actualité tech en vous proposant notamment deux sujets. Le premier, comment devenir milliardaire? Bah ouais, c'est une question qu'on se pose tous. Il n'y a que 53 personnes en France qui peuvent y répondre. Et un seul va le faire sur la scène de l'Olympia. Il s'appelle Xavier Niel. Il bouscule aussi l'actualité en faisant son arrivée, vous allez le voir, au sein de la maison mère de TikTok. Et puis on parlera en deuxième partie d'émission du fondateur de Telegram, Pavel Durov, de fervent défenseur de la liberté absolue, qui se voit interdit de quitter le territoire français et qui pourrait être tenu aussi complice des infractions commises via sa plateforme de messagerie. On en parle avec nos invités aujourd'hui. D'abord, en visioconférence avec nous, depuis l'Allemagne, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef Tech et Sciences au Point. Vous êtes accompagné aussi aujourd'hui d'Alexandre Azria. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Vous êtes expert en nouvelles technologies et intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI aussi. Et puis on a en chroniqueuse, bien sûr, Lisa, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. D'abord, on regarde le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy. Et on découvre tout de suite un nouvel épisode. T'as pas l'air en forme, ma chérie. Ouais, là, c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2h du mat. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. Oh, on va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil. Et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Chut, faites pas de bruit. De TikTok à l'Olympia, Xavier Niel entre en scène. Le patron de Free sera partout. Vous allez le voir en cette rentrée. D'abord au conseil d'administration du géant chinois ByteDance, la maison mère de TikTok qu'il vient de rejoindre. En librairie aussi, où il sort sa biographie. Et même à l'Olympia, où il expliquera à tous comment devenir milliardaire. C'est le sujet de notre première partie du talk tout de suite. Et donc aujourd'hui à nos côtés, on a invité pour en parler Guillaume Gralet, rédacteur en tech, en chef Tech et Sciences au Point, et Alexandre Azria, expert en nouvelles technologies et intelligence artificielle. Peut-être une première question pour vous, Guillaume, pour commencer. Xavier Niel, on l'a dit, vient d'annoncer son entrée au conseil d'administration de ByteDance, la maison mère de TikTok. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte? Pourquoi c'est arrivé et comment vous analysez cette décision? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, merci beaucoup Philippine, que c'est une nouvelle vie pour un entrepreneur qui en a déjà eu énormément. On ne va pas les citer, mais de Station F, l'incubateur, à l'école 42, à Hectare, son école dans l'agriculture. On voit surtout que Xavier Niel avait pour l'instant énormément de ramifications aux États-Unis. C'est un ami personnel, par exemple, de Reid Hoffman, le co-créateur de LinkedIn. À chaque fois qu'un des tycoons de la tech américains, le créateur de Netflix, par exemple, Reed Hastings, se déplace à Paris, il demande à voir Xavier Niel. C'est aussi un peu le cas de Pavel Durov, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et là, en fait, en réalité, c'est presque un pied de nez. Xavier Niel, qui aime beaucoup surprendre, montrer qu'il n'appartient à aucune chapelle. Il montre que
il intéresse surtout les géants de la tech chinoise, les géants de la tech chinoise qui, au passage, sont un petit peu les moutons noirs aux États-Unis avec cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis, et TikTok qui a failli être interdit par Donald Trump qui a des mots moins durs s'il devient président des États-Unis sur TikTok. Il y a peut-être une histoire de donateur derrière tout ça. On voit en réalité que Xavier Niel s'impose comme un tycoon mondial. Merci beaucoup pour cette introduction, Guillaume. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Alexandre. Comment son arrivée à Xavier Niel chez Biden peut-elle changer peut-être aussi l'image de TikTok en Europe et notamment aux États-Unis, comme le disait Guillaume? Oui, je pense que l'idée est exactement celle-ci, à savoir que l'amélioration de l'image de TikTok qui a des pressions réglementaires, que ce soit aux États-Unis, où elle est accusée potentiellement de sécurité nationale, etc. Et en Europe aussi, avec des problèmes de santé mentale pour ses utilisateurs. Notamment, TikTok a dû enlever une des fonctionnalités qui s'appelait Lite, qui était le fait de pouvoir regarder des vidéos et de gagner en échange de l'argent. Controversé, effectivement. Exactement. Donc on peut se dire que l'expertise de Xavier Niel, en Europe particulièrement, sur les télécoms, sur les réseaux sociaux et sur le marketing en général, va pouvoir leur être utile pour naviguer un peu ce marché européen qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus strict aussi en matière de liberté d'expression. Merci beaucoup. Alors Guillaume aussi, Xavier Niel, vous l'avez dit Alexandre très bien, il est connu pour avoir révolutionné d'abord les télécoms avec Free. En quoi son expertise aujourd'hui pourrait être utile à TikTok, notamment en France ? En France, effectivement, alors, TikTok est au cœur de toutes les attentions. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'ennemi public, c'est un des ennemis publics numéro 1 aux États-Unis, mais il y a également eu la commission d'enquête qui a été menée par Claude Malhuret, le sénateur qui s'y connaît en technologie et qui était extrêmement sévère sur les liens, notamment. Je me rappelle lorsqu'on l'avait rencontré, il nous avait dit. On a parlé avec des gens des services en France et il y a des liens entre TikTok et le renseignement chinois. Donc, ce sont des accusations très, très dures qui viennent des autorités françaises. Donc, TikTok n'est pas du tout à l'abri. Alors, peut-être pas d'une interdiction comme ça a été évoqué aux États-Unis, mais on voit à la fois en France et en Europe avec certaines fonctionnalités de TikTok qui ont été retardées ou interdites par le DSA, que TikTok est quand même sous le feu de toutes les critiques. Donc, les réseaux de Xavier Niel, en même temps que son expertise technologique, peuvent être extrêmement précieuses pour le Chinois, qui a beau jeu de dire on nous accuse d'être des espions parce qu'on est des Chinois, mais les Américains font sans doute peut-être autant. Oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Lisa, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, alors en revanche, moi ce que je nuancerais, c'est qu'on oublie aussi que Biden, c'est pas uniquement TikTok. On a énormément d'intelligence artificielle, on a des applications comme Ripple qui ont été sorties récemment donc pour composer de la musique plus facilement. On a CapCut, l'application de montage. On a aussi de l'intelligence artificielle avec des robots comme la société Xiaoming Bot qui permet de générer de l'actualité avec de l'intelligence artificielle, de traduire des articles et aussi de mettre en avant des avatars pour mettre en avant ces actualités. D'accord. Et donc, Xavier Niel, certes, rejoint Biden et donc TikTok, mais il rejoint aussi toutes ces entreprises. Et donc, on peut se poser la question de pourquoi d'ailleurs, parce qu'on l'a dit, après les télécoms et les médias, maintenant ils s'attaquent plutôt à un domaine d'intelligence artificielle et de réseau social. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, comme signe ? Moi, j'y vois surtout qu'il y a deux dynamiques qui convergent. D'un côté, comme on a pu le dire, donc Xavier Niel, en fait, qui gagne en diversifiant toujours ses domaines. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'il fait depuis le début. Il a toujours été très, très, très diversifié. Et de l'autre côté, comme on l'a dit également, en fait, la Chine y gagne puisqu'il trouve un interlocuteur qui permettra certainement d'adoucir un petit peu les rapports, que ce soit avec l'Europe ou les États-Unis. Après, si je peux aussi nuancer sur l'IA, on sait qu'il a sorti un laboratoire IA à Station F qu'il a annoncé il y a à peu près 6 mois maintenant. Et on sait que Biden, d'un point de vue scientifique, ne sort pas beaucoup de papiers de recherche, ce genre de choses. Donc on peut aussi imaginer que potentiellement... il va pouvoir accéder à certaines informations, certains modèles, certaines architectures aussi, notamment en IA générative, qui va potentiellement lui être utile pour Free, pour Iliad ou pour autre chose d'ailleurs. Donc c'est une mainmise, Guillaume, vous partagez cet avis sur plutôt l'intelligence artificielle au service de toutes ces autres entreprises, toutes ces autres activités ?
Oui, ben, je pense que vous avez totalement raison de dire que, effectivement, Xavier Niel, avec d'autres entrepreneurs, Rodolphe Saadé notamment, ou encore Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, est à l'origine d'un laboratoire open source à Paris qui s'appelle QTI, qui est un peu l'open AI des débuts, c'est-à-dire que c'est un laboratoire qui promeut l'open science, c'est-à-dire que on va développer des projets, on va rendre tout accessible pour que tout le monde s'en empare. Ils ont fait une démonstration sur la technologie vocale qui était assez confondante il y a quelques semaines, même si c'est disponible pour l'instant uniquement en anglais. Mais effectivement, il s'impose de plus en plus. Il est passionné d'IA, c'est-à-dire que pour faire court et pour résumer, il était aussi derrière le projet Mistral. Les entrepreneurs qui ont créé Mistral en France, avant que eux-mêmes décident de voler de leurs propres ailes. Donc, cet appétit pour l'IA, il l'a déjà, et c'est peut-être aussi ce qu'il peut apporter à ByteDance. Merci beaucoup. Alors, il y a un autre sujet aussi qui anime et qui fait l'actualité côté Xavier Niel. Il aime se mettre en scène, ça, on le sait et on l'a dit. Le fondateur du Free n'est pas non plus le dernier à faire le buzz, que ce soit sur les réseaux sociaux, où il n'hésite jamais à balancer une petite pique, ou sur les plateaux de télévision. Son prochain gros coup de com' a de quoi intriguer. Il va bientôt monter sur la scène de l'Olympia pour parler notamment, a priori, de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend en tout cas de son parcours et de son livre. À quoi peut-on s'attendre lors de cette conférence à l'Olympia, Alexandre ? C'est une bonne question, un peu piège pour être honnête, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On sait juste que les prix ont aussi navigué entre 2 €, je crois, et 39,99, quelque chose comme ça. Qui sont les prix des forfaits de Free. Exactement. C'est ça. Donc on peut peut-être se dire que, étant un habitué des coups de pub, boom, je ne sais pas comment on appelle ça autrement, mais des choses qui font parler en tout cas. Ouais. On peut se dire qu'il va peut-être annoncer une nouvelle box, un nouveau business model dans les télécoms. On sait qu'il est assez friand de ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ? Est-ce que vous vous apprêtez à devenir milliardaire grâce à cette conférence ? Bon, alors, je pense pas que je sois très doué pour ça, mais c'est vrai qu'il est bon pour se mettre en scène. Bon, on se rappelle tous de la conférence de Free, vous savez, avec la pièce de 2 € qui était déposée en dessous des sièges des journalistes, en leur disant que c'était pour ce prix-là en fait qu'il pourrait avoir un abonnement. Donc il a ce côté sympa, c'est-à-dire de montrer en réalité que c'est peut-être à la portée de tout le monde. Ce qu'il faudra peut-être faire attention, je pense qu'il a la capacité de se mettre en scène, c'est très bien, mais il faudra surtout qu'il continue à développer des projets comme QTI, comme Hectare ou 42 pour que véritablement les entrepreneurs français ou européens puissent s'identifier à ce genre de parcours. Ne pas trop se diversifier non plus, on a compris le message. Bon, l'Olympia dans quelques jours, en tout cas, pour Xavier Niel, on en reparlera bien sûr sur ce plateau. D'abord, on va continuer à parler tech dans un instant, mais on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui. Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech et Sciences au point depuis l'Allemagne aujourd'hui avec nous. Alexandre Azria aussi, expert en nouvelles technologies et intelligence artificielle. Et puis bien sûr notre chroniqueuse Lisa de Bernard. On passe tout de suite à la deuxième partie du talk. Allez, pour cette deuxième partie, on va parler de Pavel Durov, qui, vous le savez, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport du Bourget le samedi 24 août dernier, dans le cadre d'une vaste enquête impliquant plusieurs services de police et de gendarmerie aussi. Il est suspecté notamment d'avoir laissé prospérer sur Telegram des contenus pédopornographiques et des opérations du crime organisé, d'avoir aussi et surtout refusé de collaborer avec les autorités judiciaires françaises. Guillaume, qui est donc, peut-être, rapide présentation là aussi, ce Pavel Durov dont on parle beaucoup, mais dont on n'a pas beaucoup d'informations non plus. Oui, rapidement, c'est un entrepreneur donc, qui est né il y a 39 ans à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à l'époque Leningrad. C'est quelqu'un qui est assez doué, qui peut s'appuyer sur la compétence technique de son frère Nikolai, qui est un as des mathématiques. Tous les deux, avec d'autres, ont créé V-Contactieux, donc un peu un Facebook russe, qui a eu des petits démêlés avec Moscou, le Kremlin, parce qu'il résistait pour donner certaines informations, des informations qui concernaient entre autres Alexei Navalny. Et puis, rapidement, il a revendu, c'est ce qui lui a donné toute sa fortune, autour de 300 millions de dollars. Et depuis, eh bien, il a assuré qu'il ne se déplaçait plus trop en Russie. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce que ses rapports avec la Russie, depuis la création de Telegram, donc cette messagerie qui se présente comme sécurisée, sont assez complexes. De même que ses rapports avec la France. Il a obtenu la nationalité française il y a 3 ans, parce qu'il a de bons rapports avec Emmanuel Macron ou d'autres entrepreneurs comme Xavier Niel. On reviendra peut-être là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement secret, qui se présente en privé comme un libertarien, c'est-à-dire très méfiant vis-à-vis des États. Il explique être permettre, et c'est ce qui justifie peut-être, en tout cas dans sa vision, le fait de résister aux autorités du monde entier à donner des informations. Il explique que les États ne doivent pas trop intervenir dans notre vie privée. En fait, ça ravive le débat entre la liberté d'expression et la sécurité, tout simplement. Bien sûr, effectivement, et ça pose aussi la question de ce qu'on lui rapproche exactement. Peut-être que là, Lisa, vous pouvez nous éclairer sur qu'est-ce qui lui est reproché, au-delà de ne pas forcément collaborer visiblement avec la justice française. Ce qui lui est reproché, ça revient du droit pénal, c'est exclusivement du pénal. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui reproche notamment la complicité de délits et le crime organisé. Donc qu'il s'agisse sur sa plateforme qu'elle soit utilisée en fait pour la fraude bancaire, le blanchiment d'argent, les produits stupéfiants, la contrefaçon, la pédopornographie. C'est essentiellement pour ça qu'il est aujourd'hui mis en examen. Et on pourrait se poser la question aussi, vu la gravité des sujets dont il est accusé, de pourquoi on n'a pas agi avant. Ça, c'est peut-être une autre question qu'on va poser avec vous. D'abord, quel regard vous portez sur toute cette affaire, Alexandre ? Déjà, pour commencer, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en réponse de cette arrestation, on a eu plusieurs sites de l'État français qui ont été attaqués par des cibles de cyberattaques. Excusez-moi. Donc, on peut se demander par qui, pourquoi. Vous pensez que c'est une sorte de représailles ? Je pense que c'est des représailles. On sait qu'il a pas mal de fervents supporters de la liberté d'expression, notamment des hackers assez connus. On a vu aussi des réactions sur X, par exemple, Elon Musk qui tweet « Libérez Pavel ». On peut se demander... c'est un peu son homologue russe, je trouve. Donc, et à la fois, Elon Musk n'a pas été inquiété en France ou en Europe jusqu'à présent, en tout cas personnellement. On peut se demander pourquoi aussi. Est-ce que ça peut lui arriver ? Plein de questions se posent. C'est une très bonne question d'ailleurs qu'on va peut-être poser à Guillaume. Pourquoi on n'a pas agi avant et pourquoi d'autres dirigeants, alors peut-être parce qu'ils n'ont pas la nationalité française, quel regard vous portez là-dessus, Guillaume ? Oui, c'est sûr que, je suis désolé, donc là on est au salon de l'électronique à l'IFA à Berlin, donc il y a beaucoup de réactions, mais très rapidement, il y a deux choses. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réactions dans le monde entier, tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, notamment les libertariens, avec tous leurs travers. Et puis effectivement, on se demande ce qui va se passer à l'avenir. C'est-à-dire que si on en croit le Canard enchaîné, c'était une véritable décision de la justice française, et l'Élysée n'était pas au courant, même si Emmanuel Macron connaît Pavel Durov. Et on voit une justice française très indépendante, très féroce,
pour de très bonnes raisons, mais on pourra se demander si à l'avenir, Mark Zuckerberg, Elon Musk ou d'autres représentants de messagerie hésiteront à venir en France. Le fait que Pavel Durov soit français, paradoxalement, ça ne le protège pas du tout, mais effectivement, on se demande pourquoi pas avant. Alors, j'ai peut-être un tout petit élément de réponse, même si je ne suis pas juriste, c'est qu'apparemment, il y a une nouvelle réglementation à l'encontre des messageries c'est l'avocat Constantin Pablas qui m'expliquait ça ce matin, qui a été décidé au mois de février de cette année, donc il y a quelques mois, et qui justifiera la décision. Pardon, je suis vraiment désolé pour le bruit. Et donc, il faudra regarder de très près comment vont pouvoir se comporter les messageries comparables à l'avenir, bien sûr. Merci Guillaume. C'est vrai que je vous voyais réagir, Lisa et Alexandre. Lisa, peut-être. Oui, je voulais juste réagir vis-à-vis des messageries. Oui. Ce qui fait aussi le succès de Telegram, il faut le noter, c'est que c'est une société qui n'appartient pas à une société américaine et du coup, elle n'entre pas dans le cadre du Cloud Act qui avait été mis en place en 2018 et qui permet en fait aux autorités américaines d'accéder à l'ensemble des données, même stockées à l'étranger, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Aujourd'hui, Telegram, c'est pas le cas et c'est ce qui fait aussi sa popularité. Et du coup, on pourrait se poser la question à l'avenir, est-ce que d'autres applications de messagerie comme WhatsApp, Signal pourraient être touchées ? C'est différent. Ouais. Parce qu'il y a l'implication américaine. Bien sûr, Telegram, on le rappelle, a son siège à Dubaï aussi. Il y a peut-être un avantage à être dans les Émirats. Alors là-dessus, je ne peux pas vraiment vous répondre pour être honnête. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'être dans les Émirats ou en Russie permet souvent d'être un peu plus laxiste. En tout cas, l'Europe là-dessus est assez stricte. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a un autre fidèle de l'application Telegram, c'est Emmanuel Macron, qui commence à l'utiliser à partir de 2015 pour fonder son mouvement. Et puis après, depuis toute la Macronie, l'Élysée aussi utilise cette application par habitude. Des députés de tous bords aussi ont également recours, malgré les polémiques autour de l'application depuis plusieurs années. Quel regard vous portez là-dessus, Guillaume ? Oui, c'est sûr que ça va à l'encontre des règles de sécurité un petit peu basiques, j'ai envie de dire. Et puis, moi, j'ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs des entrepreneurs français au cours de ces dernières années qui étaient un petit peu chagrinés de voir ça. Des entrepreneurs comme Olvid, que vous devez sans doute connaître, créé par des docteurs en cryptographie français, formés en Europe. Et Olvid avait réussi à s'imposer dans les ministères, puisque c'est une messagerie très sécurisée. Mais la force de Telegram et Olvid n'y arrive pas, c'est sa facilité d'utilisation. C'est notamment le fait d'avoir des boucles qui peuvent contenir jusqu'à 20 000 personnes. Donc c'est très facile, ça fonctionne très bien. Et Chap, pour parler d'une autre messagerie sécurisée, également initiée en France, créée en France, pour des contenus un peu sensibles, pour notamment des hauts fonctionnaires, eh bien, elle n'a pas non plus réussi à décoller. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même si ça fait preuve d'une certaine ouverture d'utiliser Telegram lorsqu'on est des représentants français, par exemple, c'est aussi le cas de certains chefs d'État, le chef d'État ukrainien, eh bien, c'est pas forcément la messagerie la plus sécurisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça vient avec des risques, effectivement. Bon, pour terminer, effectivement, Pavel Durov est astreint depuis à un lourd contrôle judiciaire qui prévoit notamment l'obligation de remettre une caution de 5 millions d'euros, rien que ça, de pointer au commissariat 2 fois par semaine. Interdiction aussi de quitter le territoire français. On continuera à en parler, bien sûr, tous les 4 dans l'émission, dans les prochaines semaines. D'abord, un grand merci à vous, Guillaume Gralet, d'avoir été parmi nous, parce que je sais que le temps presse. Bon salon aussi en Allemagne. Et puis on se revoit très vite. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Lisa de Bernard parce qu'elle a une idée derrière la tech. Lisa, autre chose aujourd'hui. Depuis le 30 août dernier, le Brésil n'a plus accès au réseau social, non pas de Pavel Durov, mais d'Elon Musk. Après la suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de X sur le territoire national brésilien. Ça a été demandé par le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes. L'institution brésilienne accuse la plateforme d'Elon Musk de ne pas se plier, elle non plus, à plusieurs décisions de justice, décidément. Racontez-nous cette affaire. Eh bien, il faut repartir quelques heures en amont de cette décision. Le 28 août, Alexandre de Moraes, juge de la Cour suprême brésilienne, célèbre notamment pour s'être attaqué aux figures d'extrême droite du pays et pour sa lutte acharnée contre la désinformation, a lancé un ultimatum au patron de X, nommer un représentant légal de la plateforme au Brésil sous 24 heures, sous peine de voir son réseau social interdit sur le territoire. Une demande qui découle en fait d'une décision d'Elon Musk 2 semaines plus tôt de fermer les bureaux de X au Brésil, tout en laissant l'accès libre au réseau
aux utilisateurs du pays. Alors, fidèle à lui-même, toujours dans cette histoire, Elon Musk a refusé d'obtempérer, faisant part de ses craintes quant au fait qu'en nominant un représentant de X au Brésil, il pourrait être inculpé et arrêté par la justice, mais il ne s'est pas arrêté là et a, comme à son habitude, exprimé son mécontentement via son réseau social, multipliant les insultes à l'égard du juge brésilien, dictateur, criminel, fausses images de lui en méchant de films ou encore derrière les barreaux. Tout est prétexte à décrédibiliser Alexandre de Moraes, quitte à remettre explicitement en question sa légitimité, comme en témoigne ce tweet. Je cite, « La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques. » La légendaire virulence d'Elon Musk, effectivement. Alors le problème, Lisa, ne date pas d'hier, ça c'est sûr, entre les deux hommes. Ça fait même plusieurs mois que X est dans le collimateur de la justice brésilienne. Effectivement, ce que le juge Moraes reproche à Elon Musk, c'est ce que beaucoup lui reprochent, ne pas modérer suffisamment ses contenus et favoriser la désinformation, voire même la violence, notamment en ayant autorisé le retour de figures d'extrême droite sur son réseau social, alors même que les comptes avaient été suspendus par la justice brésilienne, principalement suite aux attaques de la Cour suprême, du Congrès et du palais présidentiel en janvier 2023, suite à la défaite de Jair Bolsonaro, le président sortant, des événements pour lesquels X avait été pointé du doigt, au même titre que pour les attaques du Capitole 2 ans plus tôt. C'est dans ce cadre que Musk fait l'objet d'une enquête pour entrave à la justice, organisation criminelle et incitation au crime. À noter d'ailleurs que depuis la réouverture de ses comptes, le juge brésilien a ordonné des amendes de $20 000 par jour pour chaque compte réactivé. Et oui, ça fait une sacrée somme. Des amendes dont la dette doit justement être épongée par Starlink, la société d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk, dont Moraes a demandé les gels des avoirs financiers sur le territoire brésilien tant que la facture n'a pas été réglée. Starlink qui justement permettait encore à quelques clients brésiliens d'accéder à X la semaine dernière avant de finalement se conformer à la décision de justice brésilienne. Mais la question qu'on se pose, Lisa, avec vous notamment, c'est est-ce que cette interdiction pourrait aussi se vérifier en France un jour ? Eh bien, depuis la mise en application du règlement européen sur les services numériques, le DSA, Digital Services Act, X est clairement menacé. En décembre dernier, par exemple, Bruxelles a ouvert une première rencontre à l'enquête de la plateforme. X est accusé de ne pas modérer suffisamment ses contenus, de ne pas être assez transparent et de ne pas être efficace dans le signalement de ses contenus illicites, entre autres dans le cadre du conflit opposant Israël à la Palestine. Et pour Bruxelles, il s'agit d'une procédure modèle, la première du genre, qui fait risquer au réseau social d'Elon Musk une amende pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, soit près de 200 millions d'euros. Là encore, un chiffre assez important. Voilà. Voire en cas de violation grave et répétée, une interdiction d'opérer en Europe et donc en France. C'est donc une possibilité, mais elle est encore lointaine. La Commission européenne devrait annoncer ses conclusions finales prochainement. Le monde de la tech en pleine turbulence, décidément. Merci infiniment, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et pour cette chronique aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci aussi à notre autre invité, Alexandre Azria, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle aussi et fondateur de Le Croissant AI. Merci à vous de nous avoir suivis également. Et puis vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain 12h30 sur la chaîne. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.